Bonsoir à tout le monde. Je suis le docteur Michi, cardiologue à l'hôpital de Montluçon. J'ai le plaisir aujourd'hui d'ouvrir ce webinaire CNCH qui a comme sujet l'amyloïdose cardiaque. Un petit rappel, le Collège national des cardiologues des hôpitaux regroupe des médecins spécialistes cardiologues exerçant de façon partielle ou totale dans les hôpitaux non universitaires. Je souhaiterais remercier donc à tous les membres du CNCH et à tous les participants qui suivent régulièrement nos webinaires. Également à mentionner que nos webinaires sont suivis aussi par une audience internationale qui va de Canada jusqu'en Afrique. Je mentionne que ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le canal YouTube de CNCH. Et également, il est distribué en live sur Facebook en ce moment. À mentionner aussi que vous allez pouvoir poser vos questions dans l'onglet Conversation et on répondra après la première partie du webinaire et dans la session Discussion. Également, je souhaiterais mentionner que ce webinaire est réalisé avec le soutien institutionnel de The Binding Site. Ceci dit, je donne la parole au professeur Arnaud Jacquard, qui est hématologue au Centre de référence des amyloses primitives et des autres maladies par dépôt d'immunoglobuline au CHU de Limoges. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Je suis très heureux de participer à ce webinaire. Je suis impressionné parce que ça a l'air de bien fonctionner. Il y en a souvent et je pense, Lionel, qu'en hémato, on devrait peut-être s'inspirer de ça. Alors, je suis très content parce que actuellement, vous verrez, Lionel en parlera, je pense, les seuls patients qu'on perd de façon régulière, c'est ceux qui arrivent avec un cœur qui est beaucoup trop grave et qu'on n'arrive pas à récupérer en dehors des transplantations cardiaques. Et donc, les cardiologues sont essentiels pour arriver à faire un diagnostic suffisamment tôt pour qu'on puisse traiter ces patients. On a maintenant des traitements extrêmement efficaces dans les amyloses AL, en tout cas, et ça commence aussi dans les amyloses TTR. Donc, c'est essentiel de faire le diagnostic et toute formation en cardio sur les amyloses est une excellente chose. Voilà, je vous passe la parole pour présenter, je crois, le premier orateur. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter le premier orateur. C'est le docteur Larbi Mansour, qui est cardiologue au centre hospitalier de Guéret. Et sa présentation, quand suspecter une amylose cardiaque, présentation clinique et signes évocateurs. Larbi, tu as la parole. Merci Alexandro. Déjà, je te remercie d'avoir pensé à moi. Ça me fait énormément plaisir de participer à ce webinaire. C'est vrai que l'amylose cardiaque, très important, très intéressant. Et on a tendance, comme je le disais tout à l'heure au professeur Jacquard, qu'on a tendance de temps en temps à oublier de l'évoquer devant des cardiopathie hypertrophiques, et alors qu'il y en a certainement qui passent un petit peu aux oubliettes et on les découvre, comme il le disait le professeur Jacquard, un peu trop tard quand l'évolution cardiaque est malheureusement quasiment irrécupérable. Voilà, donc on m'a demandé de faire quelque chose d'assez simple, juste quand on suspecte une amylose cardiaque devant certains signes cliniques, certains signes évocateurs. J'ai promis de ne pas faire long, donc on discutera après, plus tard, s'il y a besoin d'avoir un petit peu plus de détails. Et vous verrez, j'ai fait quelque chose d'assez pratique, d'assez simple. Je n'ai jamais pu commencer un topo sans faire au moins un rappel de généralité. L'amylose, comme vous le savez, est une maladie héréditaire ou sporadique qui est due à des dépôts irréversibles extracellulaires de fibrilles amyloïdes qui finissent par envahir progressivement les tissus qui sont atteints et altèrent leur fonctionnement. Différentes amyloses sont… Excuse-moi, Oui. Larbi, alors il fallait juste partager ton écran. Ah, je l'ai partagé là. Oui. On ne le voit pas. Tu n'as pas les diapos? Non, on ne voit pas les diapos, non. Ah mince, je pensais que ça marchait. Alors, je reprends. Là. Alors, il faut aller sur Zoom et cliquer sur partage d'écran, ensuite sélectionner l'onglet PowerPoint. Là, tu l'as? Super, oui. Voilà. Donc,
On a différentes amyloses selon la protéine qui est majoritaire, hein, en sachant qu'il y a environ une vingtaine de protéines concernées. Deux types d'amylose nous intéressent particulièrement en cardiologie en raison de l'atteinte cardiaque. On a l'amylose AL qui est secondaire à la synthèse d'une chaîne légère d'immunoglobulines monoclonales. On les voit souvent liées au gamma-pathie monoclonale ou au myélome. Et la localisation cardiaque est assez fréquente, hein, puisque selon les écrits, on a entre 60 et 80% d'atteintes cardiaques. Et parmi ces atteintes cardiaques, il y en a au moins 50% qui développent une insuffisance cardiaque. Il y a aussi l'amylose cardiaque à transthyrétine qu'on dit sénile, qui concerne essentiellement des hommes de plus de 80 ans et chez qui aussi on a environ un quart qui vont développer une atteinte cardiaque. Qui dit atteinte des tissus dit atteinte systémique, donc cette maladie malheureusement touche beaucoup d'organes et c'est à travers ces différentes atteintes qu'on va penser à l'amylose sur certains éléments. Au niveau cardiaque, on le sait, d'abord c'est un facteur prédictif de mauvais pronostic. Ça va se manifester par essentiellement de l'insuffisance cardiaque, par le développement d'une cardiopathie hypertrophique restrictive la plupart du temps, qui va se manifester par des signes cliniques habituels, la dyspnée, la fatigue, certaines fois des œdèmes. Ça peut aussi entraîner un épanchement péricardique. Aussi, ça touche le tissu électrique avec des atteintes rythmiques. Souvent, c'est de la fibrillation ou du flotteur atrial. Ça peut toucher aussi le tissu de conduction, entraînant des malaises et des syncopes. Et ça modifie parfois l'électrocardiogramme en entraînant un microvoltage dans les dérivations périphériques et parfois même des pseudo-ondes Q de nécrose, essentiellement en entéroseptale. L'atteinte, elle est aussi rénale. Souvent, c'est d'ailleurs le mode de découverte le plus fréquent, entraînant une insuffisance rénale, un syndrome néphrotique, et on voit des protéinuries qui sont souvent très élevées. Hein. Parfois, ça dépasse les 10 grammes par 24 heures. Ça touche aussi le système nerveux. Quand ça concerne le système nerveux périphérique, c'est souvent une atteinte neuropathique sensitive qui se manifeste par des paresthésies ou des crampes. Quand ça touche le système nerveux autonome, c'est une dysautonomie, donc c'est essentiellement de l'hypotension orthostatique. Et parfois aussi, ça touche le système nerveux central, mais ça, en général, c'est tellement tardif qu'on ne le voit pas beaucoup. Ça touche d'autres organes, notamment une fragilité capillaire, et ça donne ces fameuses ecchymoses périorbitaires. Ça peut toucher la langue et entraîner une macroglossie avec des empreintes sur les bords de la langue. Ça donne aussi un syndrome du canal carpien en touchant le tissu musculo-squelettique. Et ça touche toujours le système digestif, mais pas forcément, ça ne donne pas forcément des symptômes, mais quand ça en donne, eh ben, c'est souvent des diarrhées, de l'anorexie. Une fois qu'on sait que ça concerne ces atteintes systémiques, on peut imaginer les symptômes les plus fréquemment rencontrés au niveau chez les patients. Et donc, en pratique, ce qui devrait nous faire réfléchir et réagir rapidement pour ne pas passer à côté d'une amylose, c'est en fait, devant tout patient qui présente des symptômes ou des signes d'insuffisance cardiaque, et même s'il ne les présente pas, s'il se plaint de palpitations, de malaise, et chez qui on met en évidence dans le bilan, parce qu'on les reçoit pour un bilan soit de malaise, soit d'insuffisance cardiaque, de signes de dyspnée, etc. À partir du moment où on découvre une cardiomyopathie hypertrophique, même si elle n'a pas l'aspect caractéristique brillant, granité, qu'on décrit souvent, eh ben, il faut déjà y penser. Toute insuffisance cardiaque à fraction de détection préservée, qu'on voit maintenant de plus en plus, toutes les hypertrophies ventriculaires gauche avec altération de la fonction ventriculaire gauche, les hypertrophies ventriculaires gauche symptomatiques et aussi devant les épanchements péricardiques non expliqués. Alors, si en plus nous avons à l'électrocardiogramme un microvoltage dans les dérivations périphériques ou ces pseudo-ondes Q de nécrose, ou éventuellement le patient qui est en arythmie, en flotteur ou qui a des troubles de la conduction, devant ces éléments-là, on se doit de penser à l'amylose cardiaque et rechercher donc les autres éléments qui pourraient contribuer à renforcer cette suspicion, à savoir des antécédents familiaux d'amylose, et puis les autres atteintes, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, des paresthésies, des crampes, une hypotension orthostatique, la découverte d'une insuffisance rénale. Alors à ce sujet, quand on a une insuffisance rénale
et paradoxalement une hypotension, alors que d'habitude on voit souvent des hypertensions avec une insuffisance rénale. C'est inhabituel et ça devrait normalement faire tilt. On a aussi les ecchymoses périorbitaires, la macroglossie, le syndrome du canal carpien. Ces éléments qui sont les plus fréquemment rencontrés dans un tableau d'amylose, bon, bien sûr, ils ne sont pas toujours tous présents, mais à chaque fois qu'on a une cardiopathie hypertrophique associée à un de ces éléments-là, on doit normalement suspecter une amylose cardiaque et déclencher l'arbre des décisionnels et des diagnostics que je vais laisser à mes collègues. Je vous remercie. Donc, est-ce qu'on enchaîne directement sur le deuxième topo ou est-ce qu'il peut y avoir des questions maintenant? Je propose la session de questions après tous les topos, si vous êtes d'accord. Ok, donc on va écouter le docteur Damien Guizarro, qui est cardiologue au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, qui va nous parler des outils diagnostiques dans l'amylose, pour qui et comment interpréter. Très bien. Et ben voilà, bonsoir à tous. Merci de l'invitation également. On peut peut-être commencer le topo tout de suite, pas de souci. Alors, donc les outils du diagnostic de l'amylose qui sont à notre disposition, je vais vous les présenter et puis un petit peu la façon de les intégrer dans la routine clinique de tous les jours. On peut passer à la diapo d'après. En fait, donc, il faut savoir, et ça a été déjà expliqué par mon collègue, l'infiltration amyloïde principalement, donc, elle peut être liée à des choses qui sont bien connues désormais, donc les dépôts de chaînes légères libres pour les formes AL, des monomères de transthyrétine pour les formes sauvages, transthyrétine ou mutées, et puis d'autres processus plus rares, donc ApoA1 ou les amyloses AA, c'est des amyloses beaucoup plus rares. Alors, on peut passer juste la diapo d'après. En fait, en pratique, globalement, l'amylose AL et la transthyrétine, c'est ce qui nous occupe dans 98% des cas. Donc, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer en pratique de tous les jours. Et globalement, tout de suite, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura deux types d'imagerie ou d'examens qu'on pourra utiliser, des examens de l'infiltration amyloïde et après des examens plus caractéristiques qui nous permettront de justement caractériser l'amylose qu'on a mis en évidence. On peut passer après. Voilà, donc ces deux grands aspects, et donc il y aura une approche multimodale qui sera faite parce que les outils diagnostiques à notre disposition sont à la fois biologiques et puis également d'imagerie. On peut passer après. Donc, l'outil du cardiologue de tous les jours, c'est l'échographe. Hein. Donc, principalement, on a vu suspecter l'amylose dans pas mal de circonstances. Et puis, ce qu'on va retrouver en échographie, et ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette hypertrophie myocardique. Et il faut déjà tiquer pour des formes qui ne sont pas forcément trop majeures. Hein. C'est-à-dire que les recommandations, désormais, c'est de suspecter et de l'évoquer dès 12 mm d'épaisseur pariétale. Hein. Et il faut aussi savoir que par rapport à cette hypertrophie myocardique, contrairement à ce qui a longtemps été dit, on a des formes asymétriques. Il y a des formes à transthyrétine qui peuvent être complètement asymétriques et qu'il faut connaître. Alors après, les choses qui sont classiques, c'est ce qui va avec, c'est une cardiopathie restrictive, donc on pourra avoir une dilatation biatriale, comme sur l'image en haut à gauche. La notion du septum brillant, c'est quelque chose qui est assez... on peut en discuter, mais bon, je veux dire, c'est quelque chose qui est moins vrai avec les échographes de maintenant. Ils sont tous brillants, on a l'impression, les septums. Et puis, d'autres choses un peu plus spécifiques, comme la lame péricardique. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la distinguer sur l'image en bas à gauche. Et puis, sur la dernière animation, on voit qu'on a une infiltration là, du ventricule droit et même des valves. On voit assez nettement que le tricuspide est épaissi. On peut passer après. Voilà. En échographie, ce qu'il ne faut surtout pas manquer, mais c'est un peu dans la routine de l'exploration des cardiomyopathies en général, c'est de faire du 2D strain avec le speckle tracking, qui est absolument indispensable donc, dans l'amylose. Et on va y retrouver le fameux profil en préservation apicale,
les Américains, les Anglais disent cherry on the top. Alors, les deux que j'ai mis ne sont pas forcément les plus caractéristiques. Il y en a des plus jolis dans les publis, mais c'est ceux qu'on observe en pratique de tous les jours. Alors, une forme très, très altérée du strain à droite, et puis une un peu moins sur l'image de gauche. Mais dès qu'on a ce profil, on doit évoquer l'amylose et se donner les moyens de la rechercher. On peut passer après. Pour ce qui est de l'IRM, tout le monde sait que les cardiomyopathies, en général, nous explorent par les IRM. Il faut d'abord savoir que à quoi nous sert l'IRM. L'IRM, le vrai apport de l'IRM, c'est de faire de la caractérisation tissulaire. Et donc, c'est les séquences de rehaussement tardif au gadolinium, les séquences de T1 mapping, le calcul du volume extracellulaire qui vont être intéressants. La description morphologique, la plupart du temps, on l'a en échographie. On peut passer. Bon, pour le rehaussement au gadolinium, donc on injecte le gadolinium, on fait les imageries à distance. Et donc, il faut savoir que pour l'amylose, on a des profils qui peuvent être assez divers. Et il faut savoir quand même qu'il y a parfois des formes d'amylose où il n'y a pas de rehaussement. Donc, il ne faut pas se faire piéger. Une IRM normale n'élimine pas le diagnostic. Et donc, globalement, il faut se dire que, il ne faut pas s'arrêter à ça. Ce qu'on peut observer, c'est souvent un rehaussement qui est sous-endocardique diffus ou alors transmural. Il y a un continuum comme ça. On peut passer juste après. Voilà. Il y a d'autres séquences qui sont plus intéressantes, qui apportent d'autres éléments, notamment les séquences de T1 mapping. Alors, T1 mapping natif, il faut savoir qu'il y a une très bonne sensibilité spécificité pour le diagnostic d'amylose lorsque le T1 est élevé. Et ça permet de discriminer sur dans un processus de diagnostic des cardiopathies hypertrophiques. Il y a une différence entre l'amylose et d'autres cardiomyopathies, comme par exemple la maladie de Fabry où le T1 sera abaissé. Et ce qui est aussi à noter dans l'amylose, c'est qu'on peut faire des calculs après injection du volume extracellulaire qui sera augmenté dans les formes amyloïdes infiltratives, à plus de 40% d'implantation. Alors, l'autre partie des examens qu'on utilise, c'est des examens pour caractériser les dépôts. Et donc, il y a différentes formes. Il y a différents types d'examens. Il y a tout d'abord la biologie. Donc, c'est dans l'idée de rechercher une éventuelle gammapathie monoclonale. Et on pourra discuter peut-être du bilan avec nos confrères hématologues. Ce qui est recommandé de faire, c'est des immunofixations sériques et des urines, le dosage des chaînes légères libres sériques. Et après, bon, les autres examens sont un peu de la routine. Moi, j'avoue que ça, c'est le package que j'utilise tous les jours. Moi, je suis sûr de rien louper. Pour ce qui est de la biologie, pour rechercher une amylose à elle, quand j'ai, encore une fois, une écho ou une IRM qui sont évocatrices. Et puis, alors, il y a un focus important qu'il faut faire, c'est sur la scintigraphie osseuse. La scintigraphie osseuse, c'est un examen qui permet de caractériser l'amylose. C'est presque un examen qui permet de faire de la NAPAT. C'est-à-dire qu'il y a une très, très grande sensibilité pour la transthyrétine et en fonction de la fixation du myocarde au marqueur diphosphonate, on a une classification de fixation qui va nous aider dans la séquence diagnostique. On va y revenir juste après. Et après, donc, il y a l'anapat dans l'amylose. Bon, l'anapat pour l'amylose, quand on en a besoin, on va faire de l'immunomarquage. Parfois, les cas difficiles, on va faire de la protéomique. Et enfin, pour les transthyrétines, on va utiliser la génétique. Alors, dans la séquence, on peut passer à la diapo d'après. Dans la séquence, voilà ce qu'on va faire. Donc, on va suspecter l'amylose. Donc, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, sur des histoires cliniques d'insuffisance cardiaque, de FA, de malaise, etc., de rétrécissement aortique. Il faut savoir qu'il y a de nombreux patients qui sont pris en charge pour l'état vie qui ont en fait des amyloses. Et donc, avec ça, on va suspecter l'amylose. On va faire l'échographie, l'IRM. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin absolument d'avoir l'IRM dans la séquence. Et ensuite, on va dérouler ces autres examens. On peut passer juste après. On va caractériser donc, la suspicion. Il va falloir faire deux choses. Éliminer l'AL, donc c'est par la biologie dont on a parlé, et faire la scintigraphie osseuse qui va nous aider. Donc, si on a une suspicion de gammapathie et on a une suspicion d'amylose par les imageries, dans ces cas-là, il va falloir faire une anapath et on va aller recourir à une biopsie. Si par contre, la recherche est négative, on a éliminé l'existence de l'hémopathie, dans ces cas-là, on va regarder le résultat de notre scintigraphie. Et si on a une fixation qui est très intense, avec des scores de 2 ou 3 de Perugini, dans ces cas-là, on sait qu'on a une valeur prédictive positive de près de 100% pour diagnostiquer une amylose à la transthyrétine sans avoir à recourir à la biopsie. Et dans ces cas-là, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est de la génétique pour savoir si on a une forme sauvage ou une forme mutée. Et dernière chose, il faut savoir que, voilà, on peut passer la diapo d'après, globalement,
il faut savoir que quand en fait, on n'a pas besoin de biopsie dans deux circonstances qui sont très différentes. Soit la scintigraphie est négative et on n'a pas non plus mis en évidence de gammapathie. Dans ce cas-là, a priori, il n'y aura pas d'amylose. Et à l'inverse, si on a toute cette séquence de suspicion diagnostique, absence de gammapathie et une fixation intense, dans ces cas-là, après, on peut affirmer le diagnostic de transthyrétine. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair dans mes explications sur l'algorithme décisionnel qu'on utilise tous les jours. Et je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Alors, je vais tout de suite, on va donner la parole. Juste que je trouve mon document. Au professeur Gilles Baron-Rochette, cardiologue au CHU de Grenoble, qui va nous présenter donc le cardiologue dans la prise en charge des amyloses, différentes approches suivant le type d'amylose, AL ou TTR. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Très heureux d'être ici. J'espère que vous voyez le diaporama. Oui. Ah, parfait. Donc, je vais dire où se situe le cardiologue avec plutôt une vision notamment des confrères de ville qui voient les premiers patients. On l'a dit au tout début du topo. Effectivement, les cardiologues ont un rôle important pour aiguiller le diagnostic et ensuite mettre les patients dans les bonnes filières. Et donc, c'est très important ce rôle à jouer dans la prise en charge. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation. Alors, effectivement, les amyloses et toutes les cardiomyopathies, c'est vrai que c'est un petit peu quelque chose qui peut être nouveau pour certains cardiologues. Et du coup, il faut s'y intéresser. C'est finalement une pathologie très intéressante. Pourquoi? Parce que, bien, on l'a vu, il y a des signes cliniques qui sont intéressants à relever lors de l'examen. Donc, il faut prendre le temps d'examiner les patients complètement. Le microvoltage, on en a parlé. L'imagerie multimodale qui a un rôle important, mais attention au piège de perdre du temps sur demander des examens. On va voir un petit peu cette problématique. La biologie. Les troponines en plateau sont très intéressantes et peuvent notamment aiguiller les médecins cardiologues et alerter. Et puis, on en a parlé, l'histologie, et bien sûr, la prise en charge multidisciplinaire, donc avec les hématologues pour la L et la débutée, la chimiothérapie. La génétique, on en a parlé, on va en reparler, les néphrologues et aussi les gériatres, on va voir pourquoi. Alors, pour faire simple, il y en a deux, effectivement, où les cardiologues sont investis. Et ce qu'il faut répéter, ce que je vais répéter tout du long, c'est que l'amylose AL, la principale différence, c'est qu'elle est rare. Mais en fait, si vous la loupez, si vous perdez du temps, elle a une évolution pronostique très grave. Et vous pouvez avoir une médiane de survie de 6 mois, ce qui veut dire que s'il y a un problème au niveau pour récupérer les examens, prévoir un examen d'imagerie, etc., vous risquez de retrouver le patient avec un diagnostic erroné ou du moins qui va lui faire perdre du temps. Et donc, c'est vraiment très important. C'est le maître mot de cette présentation. Il faut toujours, quand vous avez une arrière-pensée que le patient peut avoir une amylose, il faut avant tout éliminer la L. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez beaucoup de temps puisque les deux autres, donc l'amylose transthyrétine mutée, va évoluer progressivement. Souvent, en fait, on va la voir le plus souvent par nos confrères neurologues qui vont nous les adresser, puisque ça va commencer souvent par des neuropathies périphériques, des sensations un petit peu de dysesthésie, et puis finalement, ils font un diagnostic d'amylose avec la mutation génétique, et ils vont nous demander de plus en plus d'évaluer les patients pour voir s'il y a une atteinte cardiaque, quand ils n'ont pas d'atteinte neurologique assez importante pour utiliser des médicaments qu'ils ont à leur disposition, que nous, pour l'instant, nous n'avons pas, et qui sont indiqués uniquement quand il y a une atteinte cardiaque isolée. Je vais y revenir. Et puis, celle qui nous occupe énormément, et là, il faut ici y penser, c'est la sénile. Donc, c'est les patients âgés qui développent une amylose à transthyrétine, mais sans mutation, due à un vieillissement pathologique. On sait que plus on regarde en biopsie des patients âgés, plus on a une probabilité d'avoir des dépôts amyloïdes importants. Donc, c'est quelque chose de très fréquent et c'est la fameuse insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée pour laquelle, vous savez, nous avons tant de difficultés à traiter, à trouver des thérapeutiques. L'Entresto a encore échoué récemment.
Donc c'est une thérapeutique, c'est probablement une des éléments qui font que la cardiopathie sénile avec les comorbidités font qu'on a du mal à traiter cette cardiopathie. Il faut l'identifier parce qu'il y a des petites particularités au niveau de la prise en charge. Donc, vous voyez deux différences notables. Une urgence à faire un diagnostic et de l'autre côté, pas d'urgence, mais une atteinte, on va dire, plus lancinante avec des thérapeutiques moins efficaces. Alors, en pratique, je viens de le dire, il ne faut pas manquer l'amylose AL. Et donc, les éléments sur l'algorithme qui est l'algorithme qu'on utilise, international, donc a résumé Damien tout à l'heure, je vous ai souligné les éléments très importants. Vous voyez, vous évoquez donc par les contextes cliniques le microvoltage et surtout, il faut l'avouer, c'est surtout l'imagerie et l'écho. Donc, nous, on a tendance à montrer des images qui tournent à nos internes et toujours leur dire, si vous avez le moindre doute, déclenchez le bilan. Il vaut mieux déclencher plus que pas assez. Donc, quand vous avez un diagnostic donc, de bradycardie, de syncope, de F lente, d'insuffisance cardiaque mal expliquée et surtout une imagerie en faveur, eh bien vous allez, premier élément, demander l'électrophorèse des protéines sériques et urinaires et les recherches des chaînes légères. Il faut absolument les demander et les récupérer en temps et en heure pour qu'elles ne partent pas dans la nature. Ce qu'il ne faut pas faire, et ce qu'on voit souvent, c'est demander la scintigraphie au diphosphonate en disant je vais regarder si ça fixe ou pas, et puis on verra bien après, etc. Non, il faut demander le bilan biologique parce que tout va changer en fonction. Si vous avez un doute sur un myélome, une maladie donc hématologique, on change parce qu'il peut avoir des difficultés diagnostiques, mais dans tous les cas, dans ce cas-là, on est un petit peu dans l'urgence à faire le diagnostic. Comme l'a dit Damien, quand vous êtes chez quelqu'un qui va avoir finalement une scintigraphie qui fixe à 2 à 3 et finalement une immunofixation et des chaînes légères qui sont normales. Donc, on est tranquille, on est dans le cadre d'une amylose transthéritine et on a le temps de faire plein d'autres choses. Donc, le maître mot, c'est toujours penser à cette amylose AL, avoir la hantise que ça peut être ça, que si c'est ça, il va falloir derrière un traitement agressif et une prise en charge par un centre spécialisé, et même les centres spécialisés comme nous, par exemple, on nous demande des fois de confirmer par des biopsies qui sont des biopsies à risque quand on est dans le cadre d'un myélome, et après une chimiothérapie qui demande une collaboration étroite. Donc, en fait, ce qu'on demande avant tout, c'est de mettre le patient dans la bonne filière. Et cette filière est urgente. L'autre filière est plus lente. L'autre filière, donc là, je vous ai mis en fait particulièrement ce qu'on fait, nous, dans le cadre d'une étude sur l'arc alpin, mais qui, en fait, globalement, fait qu'on standardise la prise en charge des patients, quels sont les éléments de l'amylose mutée ou sénile, et quels sont ces éléments. Donc, c'est systématique. Donc, effectivement, ils ont tous d'abord la scintigraphie au diphosphonate, qui est un examen très intéressant parce qu'il est spécifique quand il répond à la question avec sa fixation importante et qu'on a une IAL. Et donc, on va bien regarder le Holter fréquence, car ces patients font des troubles de la conduction et donc sont facilement appareillables par des pacemakers. Pacemaker, on ne va pas aller dans le cadre du défibrillateur dans ce cas-là de l'amylose, notamment sénile. On va compléter les imageries. En général, quand on est dans un contexte clinique où on suspecte l'amylose, on commence par la scintille et finalement, les autres imageries sont pour caractériser mieux, mais finalement, on a la réponse avant, notamment avec l'écho et la scintille. Quand on est dans un contexte où on ne sait pas trop ce qu'a le patient, on va d'abord demander l'IRM qui va permettre de mieux avoir un éventail de possibilités plus important. Nous, on recherche systématiquement la maladie coronaire associée, puisque ce sont des patients âgés, dans le cadre de la cardiopathie sénile. Il y a une évaluation gériatrique systématique parce que ce sont des patients qui ont des comorbidités et il faut, on peut être plus délétère que bienveillant finalement avec nos thérapeutiques, donc il faut travailler en collaboration. Et puis, on les envoie systématiquement par rapport à des études qui montrent que finalement, même celles qui ont l'air séniles, plus de 80 ans, on peut encore avoir finalement des mutations génétiques de l'amylose transthéritine qui a un impact notamment pour la famille et donc pour la prise en charge de l'ensemble des descendants. Le traitement, eh bien, on a un traitement. Vous avez le tafamidis avec l'étude ARTRAC qui a permis de montrer une diminution de la mortalité à 18 mois et un bénéfice important sur les symptômes d'insuffisance cardiaque. Donc tout ça,
Pour l'instant, ce traitement est mis dans les centres spécialisés, mais probablement que ça va s'ouvrir. Donc, le message, c'est que quand vous êtes sur un diagnostic de suspicion d'amylose, eh bien, vous demandez, vous éliminez la L. S'il y a un doute sur la L, vous l'envoyez dans un centre spécialisé. Si, par contre, vous avez un patient qui est plutôt dans le cadre d'une amylose sénile, il est de bon goût de l'envoyer dans un centre spécialisé qui a ces filières organisées avec les collaborations multiples, qui va permettre de bien évaluer le patient à l'état initial. Et puis ensuite, eh bien, le patient est rendu pour la surveillance avec nos confrères. Petite particularité, souvent pas de bêta-bloquant parce que trouble de la conduction et finalement déstabilisation de l'hémodynamique de ces patients. Souvent, finalement, on les tient au diurétique et au tafamidis. Il faut être assez simplexe. Et prise en charge de l'insuffisance cardiaque, de toutes les comorbidités, notamment la télésurveillance ou la surveillance du poids, les réseaux de soins, etc. Donc, en conclusion, il ne faut pas sous-diagnostiquer. On a trop souvent des patients avec une échographie, un patient hypertendu, et finalement, on va se dire le cœur est un peu gros, bon, il est un peu brillant, mais c'est vrai que mon nouvel appareil, mais tous mes myocardes sont brillants, donc du coup, je ne vais pas aller plus loin. Eh bien, vous pouvez retrouver le patient 6 mois après en insuffisance cardiaque réfractaire avec ce qu'on a dit au tout début, un myélome et une maladie qui est galopante et on l'a perdu. On est trop tard. Alors qu'on l'a vu, ça nous est arrivé dans notre centre d'avoir ces patients, donc on essaye de ne jamais sous-diagnostiquer. Dès qu'on a un doute, eh bien, on les met dans des filières de soins pour faire ces analyses. Au moindre doute, donc, l'électrophorèse, les chaînes légères. Et puis ensuite, plutôt se l'adresser dans des filières de soins bien organisées. Donc, il faut trouver les collaborations avec les centres organisés. Pour l'amylose AL, donc, il y a les biopsies à risque, il y a la discussion des implantations des défibrillateurs, les chimiothérapies agressives que dans les stades 3, on va les faire en unité de soins intensifs. Et puis, la greffe cardiaque aussi, c'est des séquences qu'on peut être amené à faire. Donc, c'est vraiment une affaire de centre de spécialité. Et puis, pour les séniles ou les transthyrétines, eh bien, un bilan initial dans un centre organisé avec des collaborations et des entrecroisements des spécialités qui permet une prise en charge optimale et après un suivi avec nos confrères de la vie. Merci de votre attention. Merci pour ce topo très synthétique. Et donc, le dernier topo, c'est mon excellent collègue Lionel Carlin, qui est hématologue au CHU de Lyon, à l'hôpital Lyon-Sud, qui va nous parler du rôle de l'hématologue dans la prise en charge de l'amylose AL. Et je pense qu'il va vous montrer les progrès vraiment importants qu'on a fait ces dernières années. Merci Arnaud, merci à tous et bonjour à tous. Vous voyez bien ma présentation et vous m'entendez? Oui. Ok. Eh ben, on y va. Donc, cette dernière partie où finalement on va reprendre pas mal de choses qui ont déjà été dites, mais je voulais appuyer sur certaines choses et délivrer certains messages plus spécifiquement du côté hématologique qui sont là pour optimiser finalement cette prise en charge collaborative avec les autres spécialistes d'organes et dans la présentation qui nous intéresse ce soir avec vous, nos collègues cardiologues. Alors, donc, définition simple, mais pour bien poser les choses, même si ça a déjà été dit. Donc, l'amylose AL, la maladie, elle est liée à la sécrétion d'une chaîne légère monoclonale, le plus souvent par une prolifération plasmocytaire, un peu moins souvent par une prolifération lymphoplasmocytaire. On verra que ça pourra avoir une importance puisque la nature du clone producteur va conditionner le traitement. Et cette sécrétion de chaîne légère monoclonale, eh bien, elle va se déposer sous la forme de ces fibrilles dans différents organes. C'est le plus souvent une atteinte systémique. Tous les organes peuvent être atteints, sauf le système nerveux central, parce que les chaînes légères ne passent pas la barrière. Et le plus souvent, c'est aussi important, on a entendu parler de myélome là, mais ce qui est important à comprendre sur le plan hématologique, c'est que le plus souvent, la prolifération monoclonale est petite en fait. Ce n'est pas un gros myélome, ce n'est pas un myélome très tumoral, avec le grand pic, l'atteinte osseuse lytique, l'hypercalcémie. Non, le plus souvent, c'est une petite prolifération monoclonale, un petit pic à l'électrophorèse des protéines sériques, souvent une faible infiltration médulaire des plasmocytes, qui peut correspondre à un myélome multiple dit indolent, on n'a pas une grosse infiltration médulaire, et même parfois, ça ressemble à une gammapathie monoclonale simple. On n'a pas parfois de franc excès plasmocytaire. Et donc, on entre là dans le concept de gammapathie monoclonale de signification clinique, où l'atteinte d'organes est non pas due à la prolifération
cellulaire en elle-même, mais à ce qu'elle produit, à savoir la chaîne légère monoclonale. Alors, les étapes indispensables, donc évidemment, c'est la caractérisation de l'amylose. Bon, la coloration rouge Congo, on connaît tout ça, se fait sur un fragment fixé et donne cette biréfringence jaune-vert caractéristique en lumière polarisée. C'est vraiment dû à cette conformation en fibrille. Alors, un des premiers messages, vous le verrez dans la slide d'après, c'est que nous, on est souvent assez partants pour faire des biopsies d'organes, si possible, non invasifs. Et on verra que des biopsies d'organes où on peut retrouver les dépôts d'amylose comme les glandes salivaires accessoires ou la graisse sous-cutanée, peut éviter de faire une biopsie à risque et peut être assez rentable. Et puis un message important, c'est que on doit avoir un typage de l'amylose. Il faut savoir quelle est la nature des dépôts et particulièrement pour l'AL où il y a une sanction thérapeutique, un traitement du clone par des traitements qui s'apparentent à de la chimiothérapie. Il est extrêmement important d'avoir le typage. Et donc, quand on essaie de caractériser l'amylose et qu'on fait la biopsie, il faut systématiquement demander, prélever un fragment qui sera fixé dans le formol pour la coloration rouge Congo, mais il est fondamental aussi d'envoyer un fragment à l'état frais pour qu'il soit congelé, pour faire le typage des dépôts par immunofluorescence. Ça, c'est aussi un message très, très important. Vraiment faire ça directement pour ne pas perdre de temps et pas devoir, quand on a une biopsie positive pour l'amylose au rouge Congo, devoir la refaire parce que le typage n'a pas été fait initialement, ce qui parfois peut faire perdre 1 à 2 semaines et que dans des situations d'insuffisance cardiaque sévère peut être problématique. L'autre message important, mais alors qui est plus du côté, là, pour le coup, hématologique, c'est de bien caractériser la prolifération monoclonale. Ça, c'est notre affaire. C'est à nous de faire le myélogramme, d'étudier la nature des cellules en cytologie, de voir ce qu'elles présentent à leur surface comme marqueur de différenciation, ce qu'on appelle l'immunophénotypage, car la nature du clone va conditionner la nature du traitement. Si on a un clone plasmocytaire, on va s'orienter vers un traitement antiplasmocytaire qui va se rapprocher d'un traitement du myélome. Si on a un clone lymphoplasmocytaire, un peu en amont dans la différenciation des lymphocytes B, on va être plus sur un traitement de type lymphome, un peu comme les traitements qu'on fait dans la macroglobulinémie de Waldenström. Bon, ça, c'est une affaire d'hématologue, mais c'est très important aussi. J'appuie le message de la rentabilité des biopsies d'organes non invasifs avec cette étude de la Mayo Clinic qui a regardé finalement la rentabilité à la fois de la biopsie osseuse, la biopsie ostéomédulaire. Alors bon, on va dire que c'est quand même un peu invasif, mais bon, c'est un organe moins profond que le rein ou que le cœur, qui était couplé à la biopsie ici de la graisse sous-cutanée. Et ce qu'on voit finalement, c'est qu'on a un bon rendement puisque sur les 378 patients avec un diagnostic d'amylose, eh bien, les 2 biopsies ont été positives chez 200 patients, ce qui est déjà une bonne proportion, et au moins une des 2 a été positive chez 120 autres. C'est-à-dire que dans 80% des cas, finalement, avec l'un, l'autre ou les deux types de biopsies, on arrivait à faire le diagnostic d'amylose. Alors, en France, on fait rarement des biopsies ostéomédulaires, mais le couple biopsie de glandes salivaires accessoires et de biopsie de graisse sous-cutanée profonde a aussi un bon rendement. Et je pense que quand on a une maladie avec une atteinte rénale, cardiaque notamment, des organes pas forcément faciles à biopsier, notamment quand il y a des troubles de l'hémostase, eh bien, il faut essayer de passer par cette étape pour être le moins invasif possible. Voilà, quelques mots de l'incidence. J'ai pris les chiffres du Royaume-Uni pour montrer que c'est une maladie rare. On a au Royaume-Uni, et je pense à peu près la même chose en France, à peu près 600 nouveaux cas par an. Si on compare le myélome multiple de forte masse tumorale, c'est 4 000 à 5 000 nouveaux cas par an. Les atteintes, on l'a dit, le cœur dans la moitié des cas, le rein dans 3/4 des cas, et les autres atteintes ont été citées. Ce n'est pas pour reciter la liste, mais pour dire que l'examen clinique chez un patient qui a une gammapathie monoclonale devra être minimum et on devra au moins déshabiller le malade pour regarder tous ces signes, les signes cutanés, la macroglossie, rechercher à l'interrogatoire s'il y a des signes d'insuffisance cardiaque ou de neuropathie périphérique. Voilà quelques exemples, on les a vus. Il suffit de déshabiller le malade, lui faire tirer la langue pour déjà éventuellement avoir des suspicions diagnostiques.
L'autre message important, on l'a déjà dit, c'est le diagnostic précoce. Il ne faut pas perdre de temps. Et pour illustrer ça, pour dire que ce n'est pas si facile que ça, c'est que dans des études qui ont été faites dans des milieux quand même hématologiques, c'est là des études, enfin au moins une des études qui vient de la Mayo Clinic, et ben même quand les hématologues ou des gens spécialisés déjà en hématologie prenaient en charge les patients, et ben, il y avait souvent un long délai entre les premiers signes, l'apparition des premiers signes d'amylose et le diagnostic anatomopathologique, en médiane un an, ce qui est long et ce qui est vraiment à améliorer par ce qu'on fait ce soir en parlant de tous les signes et des réflexes à avoir quand il y a une suspicion. Voilà. Donc, pour nos collègues cardiologues, mais vous l'avez dit, devant une cardiomyopathie hypertrophique restrictive avec des signes ECG, échographiques évocateurs, une insuffisance cardiaque qui ne répond pas au traitement de l'insuffisance cardiaque habituelle, là, l'examen clinique sera vraiment important. Encore une fois, déshabiller le malade, rechercher la macroglossie, les hématomes périorbitaires ou les lésions cutanées ailleurs, les ongles parfois dystrophiques, un peu comme dans les mycoses, le canal carpien, les œdèmes, bon, ça moins spécifique, mais vraiment rechercher tout ça. Et sur le plan biologique, demander des examens simples, l'électrophorèse des protéines sériques pour voir s'il y a un pic, l'immunofixation évidemment dans le sang et de les urines pour rechercher l'immunoglobine monoclonale qui dans l'amylose AL est vraiment présente dans la très grande majorité des cas. Et le dosage également, maintenant facilement à disposition des chaînes légères libres sériques par néphélométrie. Et du côté des hématologues, ça c'est souvent un message qu'on fait, quand on nous adresse un patient pour une gammapathie monoclonale avec un tout petit pas de douleur osseuse, pas d'anémie forcément, il faut quand même creuser, l'examiner, faire un bon interrogatoire. Ça ne prend pas forcément très longtemps, mais il faut le faire pour vérifier, avoir la possibilité de faire le diagnostic précocement d'une amylose. Et sur le plan biologique, des choses simples aussi pourront vraiment aider. C'est le dosage de la protéinurie et des marqueurs cardiaques, notamment du NT-proBNP. On sait que quand les deux sont négatifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas de protéinurie et un NT-proBNP qui est normal dans une gammapathie monoclonale, on a pas mal de chances quand même de ne pas avoir d'amylose. Et à l'inverse, on peut, ça les Italiens l'ont montré, faire un diagnostic précoce, en tout cas avancer dans les explorations et faire un diagnostic précoce quand on a une protéinurie de nature glomérulaire ou des marqueurs cardiaques augmentés. Cette précocité, cette rapidité du diagnostic est d'autant plus précoce puisque vous voyez avec ces courbes que le pronostic va vraiment être très différent en fonction du stade défini par nos collègues de la Mayo Clinic qui ont fait une classification simple basée sur les marqueurs cardiaques, le NT-proBNP et la troponine. Et vous voyez que quand on a un stade 1 avec les deux marqueurs normaux, on a quand même un excellent pronostic sous traitement à visée hématologique avec finalement des gens qui vont avoir une espérance de vie qui va se rapprocher de celle de la population générale. Et puis dès qu'on avance dans les stades, qu'on commence à voir ces marqueurs cardiaques, et on voit bien que les courbes se cassent la figure. Et la troisième courbe là, des stades 3, c'est vraiment celle qu'il faut éviter. Elle n'est pas loin d'être catastrophique, en particulier quand le NT-proBNP, ce qu'on appelle le stade 3B, est supérieur à 8500. On sait que là, on a malheureusement une médiane de survie de seulement quelques mois. Le principe du traitement, donc on l'a dit, dans l'amylose AL, c'est une maladie hématologique, c'est un clone producteur de la chaîne légère monoclonale. Il faut taper sur le clone, si infime soit-il, si petit soit-il, même si on n'a pas une grosse maladie tumorale, c'est le clone qui produit la chaîne légère, donc c'est sur lui qu'il faut agir. Et le but, c'est d'obtenir une réponse hématologique optimale d'une part et rapide d'autre part, car cette réponse hématologique va être nécessaire à la réponse d'organes. On ne peut pas avoir de réponse d'organes si on n'a pas de réponse hématologique. Et on a défini des critères de réponse, alors qu'on utilise dans les essais cliniques en particulier, mais aussi de manière générale. Et la réponse hématologique, celle qu'on va chercher, c'est ce qu'on appelle la réponse complète, où on va chercher la normalisation des chaînes légères libres sériques, la négativité de l'immunofixation dans le sang et de les urines, ou au moins ce qu'on appelle une très bonne réponse partielle, avec une réduction, même si elle n'est pas complète, quand même optimale des chaînes légères libres monoclonales. Et on utilise pour ça ce qu'on appelle la DFLC, la différence entre la chaîne légère monoclonale impliquée et les chaînes légères non impliquées, donc polyclonales. Donc souvent,
finalement des chaînes légères lambda, la valeur la valeur de chaîne légère lambda moins la chaîne légère kappa, et essayer que cette différence soit la plus petite possible, si possible inférieure à 40. Et c'est vrai que lorsqu'on n'est que dans une réponse partielle, on ne voit pas les chaînes légères diminuer, et on a une réponse hématologique insuffisante, et ça veut dire qu'il faut soit majorer, soit modifier notre traitement. Et je finirai ce topo sur le plan hématologique. Alors là, on entre un peu dans la spécialité, mais pour vous montrer que la recherche est active. On a fait beaucoup de progrès dans les traitements visés antiplasmocytaires dans le myélome. Et même pour l'amylose, qui est une maladie rare, on arrive à faire des essais randomisés. Et ça, c'est le résultat d'un essai randomisé européen qui incluait également l'Australie, qui comparait donc le traitement classique du clone plasmocytaire par l'association de melphalan, qui est une chimiothérapie de type alkylan, et la dexaméthasone, qui est une forte dose de corticoïdes, mais avec une forte activité antitumorale et puis un effet catabolique aussi sur les chaînes légères. On voit qu'avec le melphalan dexaméthasone, donc c'est la partie gauche, le MDEX groupe, on avait des taux de réponse complète qui n'est pas très élevés, 4% seulement, des taux de bonne réponse partielle, de très bonne réponse partielle, seulement de 25%. Et lorsqu'on rajoute un médicament qui s'appelle le bortezomib, qui est un inhibiteur du protéasome, alors le protéasome, c'est une machinerie intracellulaire qui est là pour remettre un peu en conformation les protéines mal formées. Et ce protéasome, en fait, fonctionne de manière très importante dès les plasmocytes, parce que ces plasmocytes sécrètent beaucoup de chaînes légères. Ces chaînes légères sont souvent anormales. Donc, c'est ce protéasome qui souvent permet aux plasmocytes tumorales de continuer à vivre. Et donc, quand on l'inhibe, on a un très bon effet sur la diminution des chaînes légères. Et vous voyez que lorsqu'on leur ajoute ce bortezomib, on arrive à augmenter de manière très significative le taux de très bonne réponse, notamment avec un taux de très bonne réponse partielle de quasiment 50%. Alors, la stratégie du groupe français est un petit peu différente. On a vu qu'il y avait un très bon pronostic dans les stades 1 notamment, donc dans les stades précoces. Donc, dans ces stades précoces, on n'ajoute pas forcément le bortezomib tout de suite. On essaye de voir si on peut avoir déjà une bonne diminution des chaînes légères avec l'association de melphalan et d'hexaméthasone. Comme ça, on n'ajoute pas la toxicité éventuelle du bortezomib, mais on fait un dosage de chaînes légères très précoce, après le 2e ou 3e cycle. Et si les chaînes légères ont très bien diminué, au moins de plus de 90%, à ce moment-là, on continue dans le traitement par melphalan et d'hexaméthasone. Mais si on voit que ça diminue de manière insuffisante, alors là, on rajoute rapidement le bortezomib. Et dans les stades 3, on est directement là, parce que c'est une maladie vraiment plus grave, sur l'association triple de bortezomib, de cyclophosphamide ou de melphalan en fonction de l'insuffisance rénale ou pas, parce que le melphalan n'est pas toujours facile à utiliser dans les situations d'insuffisance rénale, et bien sûr la dexaméthasone. Dans les situations plus rares où on a un clone lymphoplasmocytaire, alors là on utilise plus un traitement de type lymphome, mais là on arrive vraiment dans la spécialité. Et puis pour finir, on n'arrête pas de progrès dans le myélome, ni dans l'amylose. Et là, on a pu introduire une nouvelle famille de médicaments qui sont des anticorps monoclonaux, en l'occurrence des anticorps monoclonaux anti-CD38. Le CD38 est un marqueur exprimé par les plasmocytes. C'est aussi une étude de phase 3 qui a randomisé quasiment 400 patients en très peu de temps, je crois à peine 1 an ou 1 an et demi. Beaucoup de centres ont participé et on voit qu'il n'y a pas photo, on améliore vraiment la qualité de la réponse lorsqu'on ajoute cet anticorps monoclonal, en l'occurrence le daratumumab, à notre traitement par bortezomib, endoxan et dexaméthasone. Et on arrive à avoir des taux de réponse de quasiment 200% et des taux de très bonne réponse partielle de près de 80%. Et on voit que ça se traduit déjà en survie sans progression. Voilà, c'était ma dernière diapo. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie pour votre attention et prêt à répondre à vos questions. Et j'arrête mon partage. Merci beaucoup, Dr Carlin. C'est vraiment, vous nous avez apporté des éléments très intéressants. Alors, pour que j'oublie pas, il fallait que je mentionne donc de nouveau que ce webinaire est soutenu par The Binding Site. Alors, je me suis engagé qu'on va
on va partager leur logo. Donc, on leur remercie de nouveau pour leur soutien. Ceci dit, pour l'instant, en ce moment, on est à peu près 150 médecins connectés et sur Facebook, il y a environ 100 connexions. On passera à l'étape suivante, notamment les discussions. Donc, je souhaiterais poser une question au Dr Mansour. Je souhaiterais aussi demander à mes collègues et aux participants d'essayer de formuler des réponses très courtes pour pouvoir avancer avec le webinaire. Il nous reste environ 10 minutes. Alors Larbi, j'ai une question pour toi. Alors, Oui. est-ce qu'il y a des signes cliniques spécifiques? Oui, non, il n'y a pas de signe spécifique vraiment à l'amylose cardiaque. C'est essentiellement un faisceau d'éléments, un faisceau de signes qui doivent faire penser. Alors, il y a des signes qui sont qui doivent vraiment attirer l'attention. C'est la macroglossie, les ecchymoses périorbitaires, c'est le patient qui se plaint de paresthésie depuis quelque temps, pour lesquels il n'y a pas eu de diagnostic. Alors bien sûr, nous on les reçoit d'abord pour des signes plutôt d'insuffisance cardiaque ou de malaise, donc on les voit pour ça. On découvre cette cardiopathie hypertrophique. À l'époque, on regardait surtout les hypertrophies homogènes, concentriques, avec un aspect un peu brillant du septum, etc. En fait, on s'est rendu compte qu'on a certainement raté quelques diagnostics d'amylose parce que on se rend compte maintenant qu'il ne faut pas attendre ces aspects caractéristiques de l'époque et qu'il faut tout de suite se lancer dans la réflexion. Mais les signes cliniques spécifiques, il n'y en a pas, c'est des signes classiques d'insuffisance cardiaque, quand le patient vient pour ça, de palpitations, de malaise. On voit de l'arythmie comme on en voit beaucoup, on voit des flotteurs comme on en écoute beaucoup, mais il n'y a aucun trouble rythmique ni aucun trouble de la conduction qui soit réellement un élément qui se dit, tiens, celui-là, on le voit surtout dans l'amylose ou on ne le voit pas dans l'amylose. Ça n'existe pas. Par contre, rajouter à des signes cliniques ou à des symptômes que le patient rapporte, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le syndrome du canal carpien, ça doit alerter. Les troubles digestifs, rarement ils les rapportent parce qu'en général, les symptômes digestifs sont tellement fréquents dans beaucoup de pathologies que finalement, c'est rarement des symptômes qui orientent vers l'amylose. Mais il faut rester, pour être simple et éventuellement ne pas trop rater le diagnostic, devant des signes cliniques ou des symptômes d'insuffisance cardiaque, rechercher le syndrome du canal carpien, les ecchymoses périorbitaires, la macroglossie. Ça, c'est des symptômes qu'on voit quand ils existent, ils orientent beaucoup vers l'amylose, même s'ils ne sont pas totalement spécifiques de cette maladie. Merci beaucoup, Larbi. Je donne la parole au professeur Jacquard. Oui, merci. Deux remarques. Un pour les amyloses AL, et c'est vraiment le professeur Baron-Rochette a bien insisté là-dessus, c'est urgent de faire un diagnostic d'AL. Donc, quand on a une amylose cardiaque, la première chose, c'est d'être sûr que ce n'est pas une AL. Parce qu'on a fait énormément de progrès, hein, Lionel l'a dit, mais en 2000, c'était 30% de réponse et une survie d'1 an et demi. Maintenant, on est à 92% de réponse avec l'association VCD d'aratumumab. Et je le redis encore une fois, on perd que les malades qui arrivent avec un cœur extrêmement, extrêmement sévère. Donc ça, c'est pour les amyloses AL. Et pour les TTR séniles, moi, je suis effaré de la fréquence de cette maladie. On a fait une étude sur les scintigraphies en regardant systématiquement les scintigraphies pour autre chose. Et il y a un papier espagnol qui a dit la même chose. C'est à peu près 4% des hommes de plus de 75 ans. Donc 4% de tous les hommes de plus de 75 ans, c'est une fréquence, et peut-être, je ne sais pas, entre 50 et 100 000 personnes en France. Il y avait une question sur la fréquence des différentes formes. L'amylose, c'est 600-700 cas par an en France, et maintenant, comme ils ont une survie longue, à peu près 5 000 personnes qui vivent avec. L'amylose TTR, c'est beaucoup plus. Alors l'amylose TTR, il y avait une autre question écrite, c'est est-ce qu'il y a des pics monoclonaux? Ben oui, c'est ça le problème. Dans beaucoup de papiers, les gens qui avaient une amylose sénile, il y a jusqu'à 25% qui avaient un pic monoclonal. Donc, si vous n'avez pas de pic monoclonal, c'est probablement pas une AL, mais si vous avez un pic monoclonal, ce n'est pas certainement une AL.
Et le problème, c'est que dans les amyloses TTR, les biopsies périphériques sont souvent négatives. Dans les AL, elles sont quasiment toujours positives, jusqu'à 80% facilement. Dans les TTR, les glandes salivaires et la graisse sous-cutanée sont négatives, d'où l'intérêt de la scintigraphie, en rappelant que 8% des amyloses AL fixes. Donc, si vous avez une scintigraphie positive, mais une immunoglobuline monoclonale, il faut faire des biopsies. Donc, je reviens à ce qu'a dit le professeur Baron. Ce qu'il a dit, c'est quelle est la différence principale entre la prise en charge d'une AL et d'une TTR? Je redise. C'est ça. Oui, en fait, la différence principale, c'est le temps. En fait, c'est que on n'a pas le temps de se tromper. Et donc, du coup, comme vous le dites, effectivement, si on a un doute avec ces patients âgés qui peuvent avoir des pics néoconaux, il faut faire le bilan, mais il faut le faire rapidement pour pouvoir débuter les thérapeutiques. Alors que l'amylose transféritine, quand on peut des fois avoir des cas, quand c'est bien clair avec la scintigraphie et finalement des immunofixations normales et pas de chaîne légère, bien finalement, là, on a le temps. Et c'est vrai que ça demande plutôt un bilan assez complet. Nous, on insiste beaucoup. C'est des patients âgés qui peuvent être comorbides, mais comme on a du mal à les traiter et qui reviennent beaucoup pour insuffisance cardiaque, qui sont mal contrôlés, on préfère bien les évaluer, et notamment avec nos collègues gériatres pour pouvoir bien éviter qu'ils reviennent pour pousser d'insuffisance cardiaque. C'est vraiment ça le problème. Et effectivement, la fréquence est assez importante. Nous, on est plutôt inondés par les séniles. Et les AL sont beaucoup plus rares, mais effectivement, on essaie de ne pas les louper. D'accord, merci beaucoup. Alors, beaucoup des spectateurs nous posent des questions. J'ai une question pour le docteur Guy Jarot. Quelle démarche globale pour le diagnostic d'une cardiopathie hypertrophique chez l'adulte? Si vous pouvez conclure dans 30 secondes. C'est pas facile. Alors, c'est une question qui n'est pas si simple que ça répond. Pour faire simple, en fait, à mon avis, ce qu'il faut voir, c'est l'âge des patients. Et vous n'avez pas du tout la même démarche en fonction de l'âge des patients. Si vous avez un patient qui est très âgé ou si vous avez un patient qui a 40, 50, 60 ans. Et en fait, vous n'avez pas tant de maladies que ça à évoquer pour une cardiopathie hypertrophique. Globalement, vous avez l'hypertension, vous avez les hypertrophiques sarcomériques. Il ne faut pas passer à côté des favoris non plus. Il y a l'amylose au milieu. Des fois, les cytopathies mitochondriales, mais globalement, une fois que vous avez fait ça dans votre tête, vous avez déjà éliminé pas mal de choses. Et il faut avoir une démarche simple et systématique. Et à mon avis, être systématique sur chacun des diagnostics que j'ai évoqués. Et encore une fois, faire des recherches qui seront assez larges si vous avez quelqu'un de 40, 50, 60 ans. Et si vous êtes sur quelqu'un de plus âgé que ça, là, dans ces cas-là, il y a beaucoup moins de diagnostics qui peuvent arriver, puisque la plupart ont déjà été, éliminés de fait, parce que la personne qui a 80 ans ne va pas faire la même chose que celle qui a 50. Je ne sais pas si ça répond à votre question, parce que bon, la démarche diagnostique d'une CMH, c'est un webinaire à lui tout seul. Donc, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je pense que vous nous avez orienté. Juste une question peut-être un peu plus simple. Donc, scintigraphie pour tous les patients ou IRM pour tous les patients? Et après, je laisse la parole au professeur Jacquard. Alors, je réponds. Ouais. Pour moi, l'IRM n'est pas indispensable tout le temps. Par contre, la scintigraphie, elle est indispensable à faire en même temps que la biologie et vous ne pouvez pas interpréter l'un sans l'autre. Il faut absolument faire les deux, puisque la démarche qui est validée du diagnostic de TTR, puisqu'après, en pratique de tous les jours, c'est ça qui va arriver le plus souvent, cette démarche de diagnostic non invasif de mylose à transthyrétine, elle nécessite cette cascade-là de la suspicion avec des éléments évocateurs et ensuite l'élimination de la L, la positivité forte en scintigraphie. Et l'IRM au milieu, elle est dans le diagnostic d'une CMH qu'on aurait du mal à caractériser, mais pour une amylose de quelqu'un qui a 80 et quelques années, par exemple, ce n'est pas forcément indispensable à mon avis. Merci beaucoup. Alors, juste un dernier point, ça a été juste un peu évoqué, mais je pense qu'il faut vraiment éviter les bêta-bloquants chez ces patients, enfin, surtout éviter les bradycardies,
comme la chambre de chasse du ventricule gauche est très petite, il y a peu de sang qui est éjecté à chaque systole et les bradycardies sont extrêmement mal tolérées chez ces patients. Et donc, maintenant, on voit beaucoup moins, mais pendant longtemps, les patients arrivaient toujours avec des bêta-bloquants et qui sont vraiment nocifs chez eux. Donc, ça, c'est un message à faire passer, sauf en cas de troubles du rythme vraiment particuliers, éviter les bêta-bloquants et éviter les bradycardies. Et donc, facilement mettre des pacemakers, même quand les gens sont en rythme sinusal, mais avec un rythme qui ralentit, qui est aux alentours de 50, par exemple, c'est très mal toléré dans une amylose cardiaque grave. Alors, on a une collègue qui nous pose une question, notamment par rapport au trouble du rythme. Alors, si le patient fait une tachycardie ventriculaire non soutenue sur un trouble de rythme ventriculaire, digéminisme, qu'est-ce qu'on va mettre à ce moment-là? De la cordarone? Est-ce que les bêta-bloquants, on ne peut pas trop les utiliser ou est-ce qu'on peut quand même? Professeur Maron-Huchette, peut-être? Sous la cordarone, ouais, on va éviter les bêta-bloquants. Et effectivement, on a souvent tendance à les appareiller au niveau pour les bradycardies. Hein, c'est plus souvent les bradycardies que pour les TTR. Et après se pose la difficile question d'appareiller avec des défibrillateurs les amyloses AL. Et là, nous, on les discute au cas par cas. On n'a pas du tout de prise en charge systématique en fonction vraiment au cas par cas. D'accord. Plutôt cordarone, oui. Les bêta-bloquants, on essaye de toujours éviter. Parce que souvent, ils ne se tolèrent pas bien. Ou ils font des hypotensions assez manifestes, orthostatiques, ou ils se mettent en insuffisance cardiaque. Merci beaucoup. Une autre question. Alors, comment explorez-vous vos patients en HDG, en HDS? Avez-vous un staff amylose? Peut-être Dr Carlin et professeur Jacquard, vous pourriez nous expliquer un peu? Non, nous, c'est souvent des… Bien sûr, hein, c'est souvent des patients qui nous sont adressés par nos collègues cardiologues qui souvent ont fait déjà beaucoup de choses. Maintenant, ont bien l'habitude de faire les marqueurs immunochimiques. Donc souvent, il y a une communication, soit par mail, soit par voie orale, enfin par téléphone, pour nous poser la question finalement avec l'ensemble des données cliniques et biologiques. Et puis, quand on voit qu'on s'oriente effectivement vers une forte suspicion d'amylose AL ou qu'on a le diagnostic, à ce moment-là, c'est vite, non, il faut vite les prendre, il faut vite débuter le traitement. Et en fait, les traitements sont maintenant de plus en plus ambulatoires hein, dans ce type de maladie, dans pas mal de maladies hématologiques hein, d'ailleurs. On a des traitements qu'on fait souvent en hôpital de jour. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Après, les gammapathies monoclonales sont souvent référées aux consultations. Donc là, il faut être rapide, voir jusqu'où on va dans les explorations. On l'a dit, hein, c'est souvent des patients âgés. Parce que c'est l'âge de la gammapathie monoclonale, hein, c'est à partir de 60-70 ans, 80 ans, c'est quasiment une personne sur 10. Donc, on va avoir énormément de patients âgés qui vont avoir une protéinurie aussi possible parce qu'ils ont du diabète, de l'hypertension. Donc là, il va falloir bien examiner le malade, savoir jusqu'où on va dans les explorations et raisonner comme ça pour pas manquer un diagnostic et pas non plus aller dans des explorations un petit peu excessives. On a un RCP au sein du centre de référence toutes les 3 semaines qu'on fait par webconférence et conférence téléphonique. Donc, si vous avez des patients à présenter éventuellement, il faut m'envoyer un mail et je vous donnerai comment il faut faire pour présenter. On envoie une fiche à nous renvoyer. Super. Question pour le Dr Mansour, réponse très courte. Alors, est-ce qu'il fallait suspicionner une amyloïdose cardiaque devant toute hypertrophie ventriculaire gauche inexpliquée? Alors, devant toute hypertrophie ventriculaire gauche inexpliquée, on devrait y penser. Après, bien sûr, les hypertrophies ventriculaires gauche, on en voit tous les jours. On ne peut pas demander un bilan d'amylose tous les jours à tous les patients qu'on voit en consultation ou qui sont hospitalisés. Hein, les cardiologues le diront, les hypertrophies ventriculaires gauche, on en voit tout le temps. Après, dans un contexte particulier, le patient qui vient pour une déconvention cardiaque, qui a cette hypertrophie ventriculaire gauche et chez qui on découvre d'autres éléments qu'on a cités tout à l'heure, on devrait pousser plus loin et déclencher l'arbre décisionnel pour voir si on va vers une amylose ou pas. Merci beaucoup, Dr Mansour.
Alors, le docteur Guédidé nous pose une question intéressante, peut-être plutôt pour le docteur Carlin ou le professeur Jacquard. Alors, quelles sont les indications retenues de tafamidis dans l'amylose à TTR et quelles sont les modalités de surveillance? Alors, Merci. ça, l'amylose TTR, ce n'est pas une maladie d'hémato. Alors, je ne sais pas, moi, je peux répondre un peu dans les grandes lignes. C'est les neuropathies amyloïdes familiales. Ça, c'est la première indication du tafamidis. Et c'est les cardiopathies, qu'elles soient séniles ou mutées. Et le tafamidis, c'est un médicament qui est bien toléré, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Et la surveillance, c'est la surveillance de la cardiopathie. Moi, c'est des patients qu'on voit de façon assez épisodique. En fait, c'est surtout les cardiologues qui les voient. Je ne sais pas si les cardiologues qui sont là ou d'autres ont des habitudes précises. En fait, donc on l'a découvert de nos confrères de neurologie. Effectivement, on a commencé à le prescrire. Alors, ce qu'il y a comme effet qui est très courant, que ça a été une évidence quand on leur a dit, c'est les troubles digestifs avec des pertes de poids finalement, et ça peut être un peu délétère chez certains patients âgés. C'est ce qu'on a eu en pratique. Mais sinon, effectivement, moi j'ai plutôt une très bonne expérience du tafamidis. C'est vrai, ça fait vraiment. Ça, on le voit dans l'étude, hein, il y a un effet à 3 à 6 mois sur l'insuffisance cardiaque. Après, c'est plus long pour la mortalité. Mais vraiment, quand il le tolère, donc moi, j'essaye toujours de le mettre. Et on prend l'avis gériatrique aussi par rapport au fait que il peut y avoir des gens qui sont un peu comorbides. Mais j'ai des gens qui sont arrivés vraiment, on va dire, en mauvais état et on les a retapés et mis le tafamidis et finalement, ça les a sortis de l'insuffisance cardiaque et d'un état un peu préoccupant. Donc, non, plutôt après surveillance classique. Hein. On a renouvelé pour l'instant tous les 6 mois avec les ordonnances particulières, parce que c'est encore une prescription, mais qui va probablement s'élargir. Et puis voilà. Super, merci. Professeur Baron-Rochette, vous avez mentionné qu'il fallait éliminer une cardiopathie ischémique. Alors, comment vous le faites? Par quel type d'examen? Alors, nous, on le fait par la scintigraphie, mais parce qu'on a un centre assez spécialisé là-dedans. Et effectivement, on sait que tous les tests non invasifs ne sont pas très performants dans les cas de ces cardiopathies où il y a beaucoup de fibrose. Donc, du coup, on essaye de voir en scintigraphie, alors en utilisant vous savez qu'il y a certaines scintigraphies qui sont capables maintenant de mesurer, comme on a en TEP, c'est-à-dire le flux absolu. Donc, ça permet d'avoir une information un peu complémentaire. Et il est vrai qu'on trouve des cardiopathies ischémiques associées hein, qui sont dues à l'âge, aux facteurs de risque, aux comorbidités. Donc, il y a très peu de données sur ça pour savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Donc, effectivement, on les traite comme on sait faire. Hein. On vascularise quand l'ischémie est importante, etc. Mais on le cherche pour authentifier ça en plus. Donc, ça, c'est une habitude qu'on a pris. Et voilà. On a des patients aussi qui ont une scintille absolument rassurante. Et pourtant, ils ont une IRM catastrophique, très fibrotique. Donc, du coup, là, on ne va pas plus loin et on traite uniquement l'amylose. Merci beaucoup. Alors, j'ai l'honneur de laisser le professeur Jacquard peut-être de conclure un peu sur ce thématique. Et ensuite, moi, je vais prendre la parole pour conclure le webinaire. Ok, merci, j'ai trouvé ça très très intéressant. Puis je suis impressionné par le nombre de gens qui sont connectés. Je suis très très content qu'il y ait vraiment un intérêt qui augmente de plus en plus pour l'amylose dans le milieu cardiologique. Maintenant qu'on a des traitements extrêmement efficaces pour la L et des traitements qui deviennent efficaces pour les TTR, on a parlé du tafamidis, mais vont arriver des médicaments qui sont utilisés dans les neuropathies amyloïdes familiales, hein, qui sont des ARN antisens, qui bloquent la production de transthyrétine, un peu comme la chimio diminue la production des chaînes légères. Et c'est des traitements qui améliorent les neuropathies, alors que le tafamidis ralentit l'évolution, mais ne les améliore pas. Donc, on peut espérer que pour les cardiopathies, ça sera la même chose. Voilà, merci de m'avoir invité, en tout cas, à participer. Je vous remercie d'avoir accepté, professeur Jacquard. Je souhaiterais remercier également à tous les orateurs, donc Dr Monceau, cardiologue à l'hôpital de Guéret, Dr Guijaro, cardiologue à l'hôpital de Grenoble, professeur Baron-Rochette, cardiologue à Grenoble, et le Dr Carlin, hématologue à Lyon. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'était un webinaire
très, très intéressant, surtout pour la plupart des cardiologues qui n'exercent pas dans des CHU et qui exercent plutôt dans des centres périphériques. Donc, je vous remercie d'avoir accepté. Je voudrais remercier également au laboratoire The Binding Site pour leur soutien. Également, je souhaiterais remercier à tous nos spectateurs, aux membres CNCH, également aux membres du bureau CNCH. Juste pour vous dire que le webinaire sera disponible sur YouTube à partir de demain. Et également, vous pouvez voir le replay sur Facebook. Et je vous invite à consulter les actualités CNCH sur les comptes social media Twitter, Facebook et LinkedIn. Et ceci dit, je vous remercie d'avoir participé. J'ai appris beaucoup et voilà, j'espère que le prochain malade qui va se présenter avec une HVG importante, je regarderai 2 fois. Merci beaucoup et bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci à toi, Alexandre. Merci à vous tous. Bonne soirée.